Bonjour chers étudiants, donc cette séance concernant le module d'organisation judiciaire, cette séance sera consacrée aux juridictions de l'ordre judiciaire. Donc les juridictions formant l'ordre judiciaire du royaume peuvent être classées selon l'étendue de leurs compétences en juridiction ordinaire de droit commun et en juridiction spécialisée, en plus d'autres juridictions dites exceptionnelles. Depuis 2011, il n'existe qu'une seule juridiction d'exception, à savoir le tribunal militaire permanent des forces armées royales. Ainsi, les juridictions de droit commun ont une compétence générale pour tout litige, excepté ceux qui leur sont dévolus par le texte de loi. Il s'agit dans ce cadre du tribunal de première instance, la cour d'appel et la cour de cassation. Par ailleurs, les juridictions spécialisées ont une compétence limitée aux litiges qui leur sont spécialement attribués. Elles se déterminent dans les juridictions administratives et les juridictions de commerce. Commençons par les juridictions ordinaires de droit commun. Donc, ces juridictions, comme on l'a déjà précisé, se déterminent dans le tribunal de première instance, la cour d'appel et la cour de cassation. Concernant le tribunal de première instance, c'est une juridiction ordinaire de premier degré, compétente pour connaître de toutes les affaires de nature privée, excepté celles qui sont bien sûr attribuées expressément par un texte de loi aux juridictions spécialisées. Ces tribunaux sont divisés selon la nature des affaires relevant de leurs compétences. C'est-à-dire que le tribunal de première instance comprend les sections des affaires familiales, les sections de justice de proximité, en plus des chambres. On a la chambre civile, commerciale, immobilière, sociale, pénale. Par ailleurs, avant d'entamer une étude globale sur le tribunal de première instance, il s'avère important de consacrer une étude spéciale aux juridictions de proximité, puisqu'elle constitue une nouveauté importante de la réforme de 2011. Donc, au niveau des juridictions de proximité, il faut signaler que ces juridictions ont été mises en place par la loi numéro 4210, promulguée par le Dahir numéro 1-11-151 du 17 août 2011. En fait, ces juridictions sont venues pour remplacer les tribunaux communaux et d'arrondissement qui ont été créés par le Dahir du 15 juillet 1974. Donc, il s'avère important aussi de présenter un petit aperçu sur les tribunaux communaux et d'arrondissement. Donc, selon l'article 3 du Dahir du 15 juillet 1974 déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement, selon cet article, les juges d'arrondissement et les juges communaux sont désignés parmi les magistrats conformément aux dispositions du statut de la magistrature et parmi les personnes n'appartenant pas au corps de la magistrature. En effet, les audiences dans les principales villes étaient maintenues par des magistrats de carrière, tandis que dans les communes rurales, les juges qui y siègent sont des personnes qui n'appartiennent pas au corps de la magistrature, mais c'était des juges élus par ou selon certaines modalités. Donc, dans ce dernier cas, chacun des juges était assisté par 2 suppléants. Donc, comment se passe l'élection des juges non magistrats dans les tribunaux communaux
ou qui vont siéger dans les tribunaux communaux et d'arrondissement. Les juges non magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le khalifa d'arrondissement. Le collège électoral était composé de 100 personnes remplissant les conditions suivantes: être de nationalité marocaine, être âgé de 40 ans au moins, être de bonne moralité et n'avoir jamais subi de condamnation pour crime ou délit intentionnel, être domicilié effectivement dans la commune et jouir de ses droits civiques, en plus avoir des aptitudes lui permettant de remplir les fonctions de juge. Donc, les personnes exclues ou qui ne peuvent pas être désignées membres du collège, ce sont les fonctionnaires publics en activité, les avocats, les wikils, les adouls et les agents d'affaires. Les membres du collège électoral sont désignés par une commission composée comme suit: le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel la circonscription se trouve, un magistrat de siège et un magistrat de parquet désignés tous deux par le ministre de la Justice. Le caïd ou le khalifa d'arrondissement, un représentant du barreau désigné par le bâtonnier et un président du conseil communal et un membre élu par ce conseil. En plus, il y avait le président de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce selon le cas. Il convient de noter que les juges élus sont investis par Dahir pour une durée de 3 ans, ainsi aucune exigence de formation juridique ou judiciaire ne leur est imposée. Donc, les audiences et les procédures poursuivies devant ces tribunaux communaux et d'arrondissement, concernant les audiences, elles étaient tenues par un juge unique assisté d'un secrétaire. Ainsi, la présence d'un représentant du ministère public n'était pas exigée. Pour la procédure devant ces juridictions, elle était orale, gratuite et exempte de tout droit ou taxe judiciaire, notamment les droits d'enregistrement. En conséquence, la procédure devant ces juridictions était sommaire et expéditive. Elle permettait une évacuation rapide des litiges. De même, le juge entendait les explications des parties et examinait les moyens et tentait de les concilier. En cas de conciliation, le juge constatait cette conciliation par écrit et s'il échouait dans cette tentative, il rendait immédiatement son jugement. En principe, les décisions du juge communal ou du juge d'arrondissement n'étaient susceptibles d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire. Concernant les compétences des tribunaux communaux et d'arrondissement, les affaires déférées devant ces juridictions se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Concernant la matière civile, les tribunaux communaux et d'arrondissement étaient compétents pour connaître des litiges dont la valeur n'excède pas 1000 dirhams, portés à 2000 dirhams par accord des parties conclus devant le juge. Ces litiges se rapportaient aux actions personnelles et mobilières, les demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondés sur le défaut de paiement. En revanche, ces tribunaux étaient compétents pour connaître des litiges relatifs au statut personnel, n'étaient pas compétents pour connaître des litiges relevant du statut personnel et des affaires immobilières. Dans la limite de leurs compétences territoriales, les tribunaux communaux et d'arrondissement pouvaient ordonner toute mesure ayant pour objet de mettre fin aux troubles actuels de jouissance du droit de propriété.
Par ailleurs, en matière pénale, leurs compétences se limitaient à certaines infractions pénales mineures, bien sûr, commises dans la circonscription relevant de leurs compétences ou encore lorsque l'auteur y est domicilié. Par exemple, les auteurs d'injures non publiques, les personnes qui régulièrement convoquées par l'autorité s'abstiennent sans motif valable de comparaître, ou encore les auteurs de voies de fait ou de violences légères. Donc brièvement, c'est une présentation sur les tribunaux communaux et d'arrondissement. Maintenant, qu'en est-il des juridictions de proximité? Ces juridictions, bien sûr, elles ont remplacé les tribunaux communaux et d'arrondissement. Elles ont été mises en place par la loi 4210 portant organisation judiciaire de proximité et fixant leurs compétences. En fait, leur création a pour but de rapprocher la justice des justiciables. Dans ce cadre, il convient de signaler que ces juridictions sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance et leurs compétences territoriales se répartissent comme suit. Les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance et dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux. Ensuite, on a les sections des juridictions de proximité créées au sein des centres des juges résidents ou siégeants et dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident. Donc, pour davantage de proximité, des audiences foraines peuvent être tenues dans l'une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leurs compétences. Par conséquent, seuls les tribunaux de première instance contiennent des juridictions de proximité. Ainsi, l'étude de ces juridictions nécessite de traiter divers points. Donc, en premier lieu, on va traiter la compétence des juridictions de proximité. Donc, dans ce cadre, il convient de signaler l'alinéa 8 de l'article 2 de la loi 3410 fixant l'organisation judiciaire du royaume qui dispose que les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières qui n'excèdent pas 5 000 dirhams, à l'exception des litiges relatifs au code de la famille, des affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également les infractions prévues par la loi fixant l'organisation et les attributions de la justice de proximité. De cet article, il convient de constater que la compétence de ces juridictions se détermine en deux matières, à savoir la matière civile et la matière pénale. En matière civile, et en conformité avec l'article susmentionné, donc l'article 10 de la loi 4210 portant organisation des juridictions de proximité fixant leurs compétences précise qu'elles sont compétentes pour connaître les actions personnelles et mobilières qui ne dépassent pas la valeur de 5 000 dirhams. En revanche, elles ne sont pas compétentes pour trancher les litiges relatifs au code de la famille, les affaires immobilières et les expulsions et les évictions. En matière pénale, les juridictions de proximité sont compétentes pour connaître les infractions passibles uniquement d'une peine d'amende allant de 200 dirhams jusqu'à 1200 dirhams. Il s'agit des infractions précisées au niveau des articles 14 jusqu'à 18 de la loi 4210. Partant, il convient de constater que ces juridictions connaissent
des affaires mineures en matière civile et en matière pénale. Donc, seules ces deux matières relèvent de leurs compétences. Concernant la composition des juridictions de proximité, donc ces juridictions se composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat. Et ici, lorsqu'on dit juge, c'est magistrats qui ont reçu une formation juridique et judiciaire. C'est inversement au cas des tribunaux communaux et d'arrondissement, comme on va le signaler après. Donc, elle siège, c'est une juridiction qui siège par un juge unique assisté d'un greffier, hors la présence du ministère public. À ce niveau, il est à remarquer que contrairement aux tribunaux communaux et d'arrondissement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les magistrats qui siègent au sein de ces juridictions de proximité sont des magistrats de carrière et non pas des juges élus. En outre, l'article 4 de la loi 42-10 précise que le président du tribunal de première instance ou son dévoluteur charge un magistrat pour suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou en cas d'existence d'un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande. Concernant la procédure devant les juridictions de proximité, dans ce cadre, on peut dire que pour faciliter l'accès à ces juridictions, le législateur a mis en place une procédure orale, gratuite, exempte de toute taxe judiciaire pour ce qui concerne les personnes physiques. Et ici, on souligne les personnes physiques et non pas les personnes morales pour la taxe judiciaire. Donc, bien sûr, l'article 6 de la loi 42-10, bien sûr, a été modifié à ce niveau-là par la loi 10-15. En outre, les audiences sont publiques. Le fondement juridique ici, c'est l'article 7 de la loi précitée. Donc, les jugements ne sont susceptibles d'aucun recours en annulation, d'aucune voie de recours, sauf la possibilité d'un recours en annulation devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement dans les cas prévus par l'article 9 de la loi 42-10, tel que le cas où le juge, par exemple le juge de proximité, n'a pas effectué une tentative de conciliation, qui est une phase obligatoire au niveau de la procédure devant ces juridictions. Par ailleurs, l'instance en matière civile est introduite par une requête écrite ou encore par une déclaration orale reçue par le greffier qu'il consigne dans un procès verbal qui prévoit l'objet de la demande et aussi les motifs invoqués conformément à un modèle établi à cet effet qu'il signe avec le demandeur. Dans ce cadre, si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. En cas de son absence, la requête du demandeur ou une copie du procès verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à l'audience qui ne devrait pas être éloignée de 8 jours. Ensuite, le juge de proximité procède obligatoirement avant l'examen de l'action à une tentative de conciliation. Donc, si elle a lieu, c'est-à-dire si cette conciliation a réussi, il est procédé à l'établissement d'un procès verbal par le juge qui constate cette conciliation. Or, si la tentative de conciliation échoue,
il statue sur le fond dans un délai de 30 jours. Donc le juge, il statue sur le fond dans un délai de 30 jours par un jugement non susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des cas du recours en annulation susmentionné. En outre, les juridictions de proximité sont compétentes pour connaître des contraventions prévues dans la loi 42-10. Et dans ce cadre, lorsqu'on parle de la matière pénale, on parle de l'action publique. Donc l'action publique devant ces juridictions de proximité est déclenchée par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet. Donc, lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l'action publique, il renvoie, dans ce cadre, il renvoie l'affaire devant le ministère public. Quant à la notification et à l'exécution de ces sentences, elles sont assurées par l'autorité administrative locale. Toutefois, les huissiers de justice peuvent être chargés à la demande du bénéficiaire de la notification et de l'exécution de ces jugements. Passons maintenant à l'organisation des tribunaux de première instance. Selon l'article 5 de la loi 34-10 fixant l'organisation judiciaire du royaume, donc cet article dispose que, sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de première instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel dans les conditions déterminées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et le cas échéant des textes particuliers. Donc, il ajoute que ce tribunal statue en deuxième degré dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou par des textes particuliers. En effet, le tribunal de première instance constitue une juridiction de droit commun qui jouit d'une plénitude de juridiction, c'est-à-dire qu'il est compétent pour toutes les affaires, excepté celles qui sont dévolues à une juridiction spécialisée par une loi spéciale. Donc, afin de statuer au niveau des affaires qui lui sont déférées, le tribunal de première instance comprend, selon l'article 2 de la loi 34-10, un président, des juges, dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président, et des juges suppléants. Aussi, il comprend un ministère public composé d'un procureur du roi et d'un ou plusieurs substituts, un greffe, un secrétariat du parquet. Ainsi, ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu'ils connaissent, en section des affaires de la famille, section des juridictions de proximité et en chambre civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Pour ces chambres, on peut dire que chacune peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature des affaires soumises au tribunal. En plus, selon l'article 2, alinéa 9 de la loi 34-10, un ou plusieurs magistrats siégeant au sein de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer à titre permanent dans les centres situés à l'intérieur du ressort déterminé. Donc, il s'agit ici des magistrats appelés les juges résidents ou les juges siégeants. Certes, les centres des juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes, mais ils font partie intégrante des tribunaux de première instance. Donc, leur création répond
au principe du rapprochement de la justice au justiciable. En outre, les tribunaux de première instance peuvent être qualifiés selon le type d'affaires relevant de leurs compétences. À ce niveau, il existe les tribunaux de première instance civile qui sont divisés en sections de proximité, chambre civile, chambre commerciale, chambre immobilière. Aussi, il y a les tribunaux de première instance sociaux qui comprennent des sections de la famille, des affaires de la famille, les chambres des accidents de travail et des maladies professionnelles et des chambres de litige de travail. Donc le terme social, il comprend toutes ces catégories. Les tribunaux de première instance pénaux, ceux-ci sont structurés en sections des juridictions de proximité, chambre correctionnelle, chambre des accidents de circulation et chambre des mineurs. Concernant la compétence des tribunaux de première instance, il convient de signaler que ces tribunaux, comme on l'a déjà précisé, ont une compétence générale, c'est-à-dire qu'ils peuvent connaître de toutes les matières, sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. En conséquence, leur compétence s'étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. En l'occurrence, ils sont compétents pour statuer soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel dans les conditions déterminées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et par des textes particuliers. En matière civile, ces tribunaux statuent en premier et dernier ressort lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 5 000 dirhams. Dans ce cas, l'appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation. On a ici le fondement juridique, l'article 353 du Code de procédure civile. Or, si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort à charge d'appel. Ensuite, selon l'article 19 du Code de procédure civile, ces tribunaux statuent en premier ressort à charge d'appel devant les chambres d'appel des tribunaux de première instance des demandes jusqu'à la valeur de 20 000 dirhams. En premier ressort à charge d'appel devant les cours d'appel si les demandes sont d'une valeur supérieure à 20 000 dirhams. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, ces tribunaux statuent en premier ressort à charge d'appel devant les cours d'appel. Aussi, si la valeur du litige est indéterminée ou si la décision est rendue en premier ressort. Par ailleurs, en matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour statuer sur les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence des cours d'appel. Merci pour votre attention et bon courage.